On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Semo, collaborateur au journal Le Monde et à l'hebdomadaire Challenge. Bonjour Marc. Bonjour. Et Philippe Turle, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'Ukraine peut oublier toute adhésion à l'OTAN. En une phrase, Donald Trump douche les espoirs ukrainiens à l'avant-veille de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, confirmée pour vendredi à Washington. Une visite destinée à signer un accord d'exploitation des minerais stratégiques ukrainiens. Un accord cadre, précise Kiev, en forme de bémol. Ce jour de deuil en Israël, où le pays a rendu un dernier hommage aux 3 membres de la famille Bibas, la mère chérie et les 2 enfants, Ariel 4 ans et Kfir 8 mois au moment de leur enlèvement et dont les corps avaient été rendus samedi. Leur père, libéré au début du mois, livra un témoignage poignant alors que le Hamas doit rendre 4 nouveaux corps d'otages à Israël dans les prochaines heures. Les derniers de la première phase dont on ignore toujours si elle sera prolongée ou non. C'est tout de suite, on va plus loin. Volodymyr Zelensky ira bien à Washington. Ce sera vendredi pour signer un accord sur les minerais. Accord cadre, précise le président ukrainien, qui souhaite le voir assorti de garanties de sécurité. Et c'est là que le bât blesse, car le flou demeure tant sur le montant qu'à propos d'un éventuel maintien de l'aide militaire américaine. Léo Péchard. Un accord finalement en bonne voie. Donald Trump a confirmé la venue de Volodymyr Zelensky à Washington ce vendredi pour finaliser le texte dont les contours ont été définis. Nous allons signer un accord qui sera très important. Il nous permettra de récupérer notre argent et d'en recevoir beaucoup à l'avenir. Pour Donald Trump, cet accord sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes est une compensation de l'aide militaire américaine versée à Kiev depuis 3 ans. Dans une première ébauche, le président américain avait dit vouloir une compensation d'un montant de 500 milliards de dollars. Trop élevé pour le chef d'État ukrainien qui a réussi à faire disparaître cette somme du contrat. Le montant final n'est pas encore connu, mais pour Volodymyr Zelensky, pas d'accès à ces ressources minières sans garantie de sécurité face à la Russie. Ma première question sera de savoir si les États-Unis vont arrêter ou non l'aide militaire. Sans garantie de sécurité, nous n'aurons pas de paix véritablement juste et nous n'aurons pas réellement le cessez-le-feu dont Trump a parlé. Si nous ne les avons pas, rien ne fonctionnera. L'Ukraine concentre à elle seule 5% des ressources minières mondiales. Du graphite, de l'uranium ou encore du lithium, utilisés pour les batteries et dans de très nombreux secteurs industriels. Celles que Donald Trump convoite sont pour la plupart inexploitées, car difficiles à extraire ou de facto sous contrôle russe. Et Donald Trump continue au jour le jour d'apporter ses précisions sur l'aide américaine. C'est à l'Europe et non aux États-Unis, selon lui, d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. L'Ukraine qui peut oublier d'ailleurs toute adhésion à l'OTAN. Mathieu Mabin, c'était pourtant à la demande répétée inlassablement par Volodymyr Zelensky ces derniers mois. Ça augure mal de la visite à Washington du président ukrainien dans 2 jours. Oui, au risque de nous répéter, Raphaël, puisqu'on se le dit globalement tous les jours, avec Donald Trump, on ne peut jamais réellement considérer que quelque chose est acquis, c'est une certitude, ni dans le domaine stratégique, ni dans le domaine diplomatique, et encore moins, je dirais, dans le domaine commercial. C'est la méthode Trump, maintenir ses interlocuteurs, alliés ou ennemis d'ailleurs, dans une forme d'incertitude qui, on l'a vu, lui donne désormais presque systématiquement dans ses échanges diplomatiques l'ascendant sur son interlocuteur dans toutes les négociations. Maintenant qu'on a dit ça, oui, bien sûr, Volodymyr Zelensky n'arrivera pas triomphalement à Washington vendredi. L'époque où il était accueilli par une standing ovation et comparé à Churchill, vous vous en souvenez, par le Congrès des États-Unis, cette époque qui, sur le calendrier, n'est pas si lointaine, est absolument révolue. Et la seule chose qui soit parfaitement claire, s'agissant de cet accord, c'est qu'il vise pour Donald Trump à rembourser l'Amérique des dépenses consenties dans la guerre en Ukraine, essentiellement par son prédécesseur. Donald Trump, on l'a dit, avait affiché le chiffre de 500 milliards, alors que la dépense américaine avoisine très probablement plutôt les 160 milliards. Mais le président américain n'en démord pas, il a son propre chiffre.
350 milliards, qui ne correspond à aucune autre réalité que celle de Donald Trump, mais peu importe. Et enfin, pour répondre directement à votre question, Donald Trump parle à Vladimir Poutine et en réalité, le dialogue n'a jamais cessé entre eux, y compris pendant la traversée du désert de 4 ans du président américain. Or, on le sait, pour Vladimir Poutine, il est strictement hors de question que l'Ukraine entre, ne serait-ce qu'un jour, même lointain, dans l'OTAN. Vous restez avec nous, Mathieu Mabin. Marc Semo, la parenthèse ouverte par la visite d'Emmanuel Macron lundi est déjà refermée par ces déclarations aujourd'hui de Donald Trump? Oui, mais par beaucoup de choses, ce qui n'était pas une surprise. Il y a eu cette scène surjouée d'une amitié, de grandes poignées de main, de claques dans le dos, de clins d'œil. Bon, effectivement, il y a un lien personnel entre les deux présidents. Mais déjà, en écoutant la conférence de presse commune, on voyait qu'ils étaient chacun dans leur couloir et qu'il n'y avait pas de point commun. Emmanuel Macron a souligné, a parlé de tournant, de l'ouverture d'un chemin justement vers ce qui, pour les Français et les Britanniques d'ailleurs, Keir Starmer est à Washington là, est fondamental, c'est-à-dire les garanties de sécurité, le filet de sécurité pour la force européenne, notamment qui pourrait être déployée en Ukraine après un cessez-le-feu. Trump, là-dessus, ne veut pas s'engager. Et dans cet accord cadre à propos des ressources en minerais rares, on ne sait toujours pas exactement les mots. Alors, il y aurait une mention des questions des garanties de sécurité, ce sur quoi insistent énormément les Ukrainiens, mais on ne sait pas concrètement en quoi elles consistent. Et on le voit qu'il le fait avec une telle mauvaise volonté que la crédibilité même de ces garanties de sécurité est d'ores et déjà entamée, ce qui n'est pas rassurant. Et juste pour conclure, au moment où il y avait cette parenthèse de Emmanuel Macron et Donald Trump à Washington, au même moment aux Nations Unies, les États-Unis votaient avec la Russie contre une résolution présentée par les Européens et les Ukrainiens sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le retrait des troupes russes, et en même temps essayer de faire passer ensemble, Russes, avec l'aide des Russes, une espèce de texte à minima qui ne mentionnait ni l'intégrité territoriale, ni même qui était l'agresseur. Philippe Turle, on s'est beaucoup interrogé ces 2 derniers jours avec vous, ici même en plateau, sur ce qu'a pu obtenir ou non Emmanuel Macron de sa visite avec Donald Trump. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cet accord, il va manifestement être signé d'ici la fin de la semaine. Il porte essentiellement sur les minerais parce que les questions de sécurité, elles seraient traitées séparément, si l'on comprend bien, et sans garantie explicite des États-Unis. Je pense que ce que Donald Trump souhaiterait faire, c'est d'obtenir cet accord. Parce que lui, c'est un homme des deals. Il veut signer un deal. Pour lui, c'est donnant. Je t'ai donné des armes et une façon de te protéger. Pas moi, c'est Joe Biden, Sleepy Joe. Il faut que tu montes mon argent. Mais quel intérêt, pardonnez-moi, à Volodymyr Zelensky de rembourser pour le passé si ça ne lui garantit rien pour l'avenir? Alors, en fait, il n'en sait rien et c'est mieux de rembourser, d'avoir un peu les faveurs de Donald Trump que de rester braqué contre le président américain. Vous avez vu comment il a été traité la semaine dernière comme un dictateur, comment Donald Trump a dit si Zelensky ne fait pas quelque chose rapidement, il n'aura plus de pays. Là, on n'entend plus ça. C'est terminé pour le moment parce que Donald Trump a obtenu l'accord qu'il veut. Il va obtenir l'accord qu'il veut, même si ce n'est pas exactement l'accord qui était prévu au début. C'est difficile de savoir ce que les États-Unis vont apporter à l'Ukraine point de vue sécuritaire, mais il semble que, selon les dires de Donald Trump aujourd'hui, que c'est aux Européens d'apporter la sécurité pour l'Ukraine et les États-Unis verront à ce que tout se passe bien, ce qui, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Et je reviens sur votre question au début, concernant Emmanuel Macron, on a vraiment l'impression que le président français, s'il y avait quelqu'un qui pouvait peut-être pousser Donald Trump à dire quelque chose de positif, c'est Emmanuel Macron, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Je pense qu'ils s'apprécient aussi tous les deux. Je ne suis pas excessivement optimiste demain pour la visite de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Dans un instant, Mathieu Mabin à Washington, un accord sans montant explicite portant sur l'exploitation de ces minerais, mais sans garantie de sécurité. Est-ce l'Ukraine qui a cédé à la pression ou bien Washington qui a revu ses exigences à la baisse? Les deux.
Alors Raphaël, à cette question, on est quand même très tenté de répondre une forme d'évidence. La petite Ukraine saignée à blanc par une guerre qu'elle n'aurait jamais pu assumer seule, il faut le rappeler, est-il nécessaire de le rappeler, et qui vient de voir d'ailleurs une génération de jeunes hommes engloutis dans les tranchées de l'Est. La petite Ukraine n'est évidemment pas de taille à négocier seule face aux géants américains, c'est une évidence, et encore moins face à l'Amérique de Donald Trump, je dirais. Maintenant, on l'a vu, l'Ukraine n'est pas seule, c'est vrai, on se l'est déjà répété plusieurs fois sur votre plateau ces dernières minutes, et elle a pour elle, cette Ukraine, un atout, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui joue gros dans cette affaire. D'abord, l'Europe est face à un enjeu de sécurité. Si Vladimir Poutine obtient une capitulation de l'Ukraine, ce sont bien les frontières de l'Union européenne qui seront menacées. Emmanuel Macron l'a rappelé à maintes reprises devant Donald Trump lundi dernier. Et ensuite, l'Europe joue sa crédibilité, tout simplement. Si les leaders européens ne parviennent pas à peser fort, cette fois, dans la balance en faveur de l'Ukraine, l'Union européenne pourrait ne pas s'en relever. C'est vraiment l'enjeu qui taraude ici les diplomates européens qui sont présents en nombre dans la capitale américaine. Oui. C'est pour cette raison que les Français et les Britanniques appuient effectivement de tout leur poids désormais le déploiement d'une force majoritairement européenne, on l'a compris, ce à quoi Donald Trump acquiesce, puisque concrètement, pendant que l'Europe paiera pour la sécurité de ses frontières géographiques et donc la sécurité de l'Ukraine, les États-Unis récolteront, eux, de leur côté, les dividendes de l'exploitation des terres rares. Mais comment comprenez-vous, Mathieu, la phrase prononcée aujourd'hui par Donald Trump, ça n'est pas aux États-Unis de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais aux Européens. Est-ce à dire que les Américains seront là, présents néanmoins en deuxième ligne, ce fameux filet de sécurité réclamé par Keir Starmer, ou que tout simplement, eh bien, ils n'entendent pas protéger quiconque ? Alors écoutez, si on se limite à écouter Donald Trump, il n'est pas question pour le président américain d'investir $1 de plus dans autre chose que les infrastructures qui vont permettre d'extraire les minerais rares des terre du même nom, en réalité. Ici, à la Maison-Blanche, on a vraiment l'impression que Donald Trump a hérité d'une situation. Il le répète à longueur de discours, ce n'est pas sa guerre. Il martèle que s'il avait été à la Maison-Blanche il y a 3 ans, cette guerre n'aurait jamais été déclenchée et ce n'est donc pas à lui de l'assumer. En revanche, la mission qu'il s'est assignée, c'est récupérer l'argent américain, les fameux 350 milliards de dollars. Encore une fois, qu'il est le seul à compter dans ces proportions. On parle plutôt de 160 milliards, c'est-à-dire à peu près 40% de l'argent investi par les alliés de l'Ukraine, contre 60 qui reviendraient à l'Union européenne, élargie l'Union européenne. Et donc non, et dans la tête de Donald Trump, en tout cas c'est l'effet qu'il nous fait ici, puisqu'il faut vraiment décoder les paroles de Donald Trump, dans la tête de Donald Trump, il n'est strictement plus question de s'investir dans la sécurité de l'Ukraine, mais bel et bien dans la récupération de fonds. D'ailleurs, une récupération de fonds qui, si l'accord prend la direction que Donald Trump semble lui donner, pourrait aussi bénéficier financièrement à l'Ukraine, ce qui indirectement participerait à sa défense. Mathieu, Marc Semo, comment comprenez-vous ces propos de Donald Trump ? Ça veut dire on ne s'engagera pas quoi qu'il arrive, les Européens, allez-y si vous voulez. Il reste dans le flou, mais c'est Donald Trump. D'abord, Donald Trump varie souvent, d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Ensuite, oui, il y a une partie d'ambiguïté, il y a une partie qui sera négociée. Mais ce qui se dessine, comme le disait très bien Mathieu Mabin, c'est que les États-Unis vont exploiter les richesses en minerais de l'Ukraine, en reversant d'ailleurs apparemment, d'après ce qu'on voit, ça sera un 50-50. C'est pas forcément une mauvaise affaire pour l'Ukraine qui ne peut pas les mettre en valeur elle-même. Absolument. Mais la sécurité, ça sera l'Europe de payer. Ouais. Et on peut se demander, très froidement, si ce Donald Trump, qui n'a pas cesser de répéter que l'UE est une ennemie, que l'UE a été faite pour emmerder les Américains, c'est ce passer l'expression absolument, serait ravi de voir finalement quelque part l'UE enlisée dans quelque chose qui sera une mission quasiment impossible, qui est cette force de sécurité qui devrait garantir la sécurité de l'Ukraine, qui a besoin, pour être réellement crédible, d'avoir en second rideau effectivement ce filet sécuritaire, mais aussi les garanties de dissuasion des États-Unis, ce qu'a dit d'ailleurs très bien Emmanuel Macron, les capacités dissuasives des États-Unis et les capacités d'engagement des Européens. Et ce que dit même aujourd'hui Giorgia Meloni, la présidente du Conseil européen, qu'on sait pourtant proche de Donald Trump et d'Elon Musk, et qui dit qu'il faut des garanties de sécurité de l'OTAN, donc des États-Unis. Absolument. Et on a l'impression que là,
il pousse l'Europe à quelque chose en la prenant au mot. L'Europe ne peut pas, évidemment pas dire non, mais c'est quelque chose où l'Europe, effectivement, joue sa crédibilité et son avenir. Parce que si elle n'est pas capable de faire ça, enliser... simplement un mot. Au Kosovo, le Kosovo, c'est il y avait eu exactement 48 000 hommes de la KFOR, Ouais. donc dans quelque chose qui était grand comme 2 départements français, Ouais. avec des résultats mitigés, puisqu'ils n'ont même pas réussi à empêcher la continuation, l'achèvement du nettoyage ethnique des 2 côtés. Là, 30 000 hommes pour un pays immense comme l'Ukraine, ça n'a aucun sens. 30 000 hommes, c'est la force franco-britannique qu'on C'est évoque. la force franco-britannique. Alors l'idée, c'est qu'elle serait, en force de réaction rapide, prompte à intervenir où il y a un problème sur la ligne de front. L'autre alternative, ça serait de déployer des hommes le long de la ligne de front. Là, évidemment, ça serait quelque chose de très différent. Il faudrait mettre d'autres contingents. On imagine même, la Russie pourrait faire pression en ce sens de mettre des gens des BRICS, des Indiens, voire des Chinois, etc. Mais en tout cas, ça sera une usine à gaz. Et dans cette histoire, l'Union européenne, ça sera absolument pas simple pour elle. Alors justement, les Européens, ils s'activent. Alors les Européens au sens large, parce que Keir Starmer, qui n'est pas membre de l'Union européenne, va demain à Washington. Il recevra Volodymyr Zelensky samedi. Et on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron se rend dimanche à Londres pour une réunion avec des dirigeants européens. On reforme d'une certaine manière l'Europe pré-Brexit. À cette occasion, Philippe Turle, on sent que l'heure est grave et que ce qui est en train de se jouer en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique est crucial pour l'avenir européen. J'ai plutôt tendance à dire que Donald Trump parle à un public domestique avant tout. Et ce qu'il veut dire et montrer, c'est qu'il a réussi à signer un accord avec l'Ukraine pour faire revenir d'argent aux États-Unis. C'est le but, c'est la première chose. Deuxième chose, il veut un accord. Il se fout de l'accord, que ce soit avec l'Union européenne, sans l'Union européenne, avec l'Ukraine, etc. Il veut un accord, même s'il faut aller dans le sens de Vladimir Poutine, ce qu'il fait depuis plusieurs jours maintenant. Et d'ailleurs, ce soir, quand on parle de Donald Trump qui dit pas d'adhésion à l'OTAN, j'ai l'impression que c'est Vladimir Poutine qui parle et pas Donald Trump. Là, on a... du côté européen, un gros problème à régler, parce qu'on sait qu'on ne peut plus dépendre des États-Unis, et que Donald Trump n'est plus vraiment le chef du monde libre, parce qu'il a signé un pacte avec le diable, à savoir avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec l'Iran et d'autres pays. C'est comme ça que vous interprétez le vote des Nations Unies voilà. de mars. Et donc, qui peut représenter le chef du monde libre aujourd'hui? On regarde Emmanuel Macron, qui est quand même parti aux États-Unis comme non pas seulement représentant de la France, mais représentant de l'Union européenne, qui revient maintenant, qui va à Londres dimanche pour parler avec Keir Starmer et avec, en même temps que Volodymyr Zelensky. On voit qu'il y a de la résistance qui se forme. La grosse question ce soir, c'est est-ce que cette résistance, cet autre front européen sera capable de prendre le relais des Américains qui soient aux Japonais absents? Ça, il y a quand même beaucoup de doutes. Et où est cet accord de paix que Donald Trump mortel parce qu'il veut gagner le prix Nobel de la paix, où est cet accord de paix et comment est-ce que cet accord de paix va être négocié avec les Russes? Ça, ce sont les questions pour lesquelles on n'a aucune réponse parce que tout reste très flou à Washington et on ne connaît pas les vraies pensées de Donald Trump. Donc c'est impossible de savoir et d'aller de voir plus loin que les remarques que Donald Trump fait tous les jours. Marc Semo, à moi ajouter. Non, il n'y a rien à ajouter. Effectivement, là-dessus, on est dans un moment de confusion totale, où effectivement, seul Trump sait vaguement, et le sait-il vraiment, oui, où il veut aller, avec cette obsession d'arriver à dire, voilà, il y a eu un accord. L'idée, c'est, voilà, on se parle avec la Russie, on remet de l'ordre dans le monde, on diminue les dépenses d'armement, et voilà, j'aurai un prix Nobel de la paix qui sera plus mérité que celui de Barack Obama, qu'il avait eu avant d'avoir fait quoi que ce soit, et qui n'a rien fait après pour justifier le fait qu'on lui ait donné, avant, en 2009, le prix Nobel de la paix. Merci Mathieu Mabin qui est avec nous en duplex de Washington. On en vient à l'actualité au Proche-Orient. Une fois n'est pas coutume, le Hamas va faire preuve de discrétion en rendant ce soir à Israël les corps de 4 otages tués sans cérémonie. Donc, il faut dire que dans l'État hébreu, l'heure est au recueillement. Ce mercredi, le pays a rendu hommage aux 3 membres de la famille Bibas. Chéri, la mère et les 2 enfants, Ariel, 4 ans, et Kfir, 8 mois au moment de leur enlèvement et dont les corps avaient été rendus samedi. Les députés ont observé une minute de silence à la Knesset, suivie d'une cérémonie fermée au public. La famille Bibas avait accepté que soient retransmis les discours funèbres. Anaïs Furtad.
Dans la région de Tel Aviv, une foule compacte est venue rendre un dernier hommage à la famille Bibas. Pour ces Israéliens, émus, c'était presque un devoir. La famille Bibas est, je pense, le symbole de tout ce qui nous est arrivé depuis le 7 octobre. Le massacre et l'atrocité qui se sont produits. Ces sourires ont fait le tour du monde. Les visages de Shiri et de ses 2 garçons, Ariel 4 ans et Kfir 8 mois, le plus jeune otage du monde. Le 7 octobre 2023, dans le kibboutz Nir Oz, dans le sud-ouest d'Israël, près de la frontière avec Gaza, Yarden Bibas est enlevé dans sa maison par les hommes du Hamas. Ils s'en prennent ensuite à Shiri, qui tente de protéger ses 2 enfants, alors qu'ils sont emmenés vers la bande de Gaza. Des images qui ont ému à travers le monde. Un mois après, le Hamas annonce la mort de Shiri Bibas et de ses enfants dans une frappe israélienne. Mais les médecins légistes israéliens ont révélé qu'ils avaient été assassinés par leur geôlier. Yarden Bibas a lui été libéré le 1er février. Le père de famille a demandé pardon à ses proches lors de leurs funérailles. Shiri, je suis désolé de ne pas avoir réussi à vous protéger. Après une confusion autour de son authentification, le corps de Shiri Bibas a été restitué par le Hamas en fin de semaine dernière, dans le cadre de la trêve fragile avec Israël, en vigueur depuis le 19 janvier. Philippe Turle, le destin de cette famille Bibas est devenu le symbole de la tragédie des otages en Israël. Le gouvernement va-t-il surmonter cette douleur que ressent aussi une partie de la population pour poursuivre le cessez-le-feu, ou bien au contraire, va-t-elle l'inciter à rompre tout dialogue avec le Hamas? Alors, premier point, oui, quand il s'agit d'un enfant qui meurt, et dans ce cas 2 enfants qui meurent, ça affecte beaucoup plus le sentiment de la population que si ce soit un adulte. Quoique les enfants ne sont pas plus privilégiés que les autres quand il s'agit d'être des otages. Tous les otages méritent d'être libérés. Donc il y en a encore une 60aine entre les mains de Hamas. Pour les Israéliens, et pour Hamas aussi, on est dans une situation actuellement qui peut capoter à n'importe quel moment. Ça peut tenir, mais là, on arrive à la fin de la première phase, à savoir samedi qui arrive, le 1er février, et on ne sait pas encore à quel moment la deuxième phase va démarrer, et si la deuxième phase va démarrer. Donc, on est dans une situation extrêmement critique. D'ailleurs, il faut comprendre que cette sortie, la restitution des cadavres aujourd'hui se passe d'une façon privée. Parce qu'Israël ne veut surtout pas que ça soit fait de la même manière que la semaine dernière, pour la simple raison que pour Israël, tout ça c'est un scénario cauchemardesque. Vous avez des cadavres qui reviennent, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Israéliens qui n'ont pas réussi à les sauver. Vous avez Hamas qui se promène de toute gloire en montrant qu'ils sont toujours là. C'est une force qui existe toujours. Presque. Que tous les efforts de Benjamin Netanyahu n'ont servi à rien pour les détruire. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grande tentation dans le gouvernement israélien, surtout l'extrême droite du gouvernement israélien, de recommencer la guerre. Mais le public israélien ne le veut pas. Et surtout, c'est Donald Trump qui ne le veut pas. Donc, la pression sur Benjamin Netanyahu vient de toutes parts pour que la situation reste tranquille en ce moment, mais on ne sait pas toujours où on va pour la deuxième phase. Pour la simple raison, la deuxième phase, et je finis avec ça, c'est que c'est pour un cessez-le-feu permanent. Et un cessez-le-feu permanent, c'est pas du tout acceptable pour une bonne partie de l'opinion publique israélienne et surtout pour l'extrême droite. Et du gouvernement israélien. Et surtout pas maintenant, parce que l'opinion israélienne est bouleversée par le sort de la famille Bibas. C'était quand même 2 enfants qui ont été assassinés de sang-froid, sans aucune raison. Ils avaient de la valeur comme otages, sinon celle d'une haine exterminatrice, ce qui montrait la réalité de ce qu'était le projet, et de ce qu'est toujours le projet du Hamas, qui est la destruction d'Israël et le massacre du plus de juifs possible, et de citoyens israéliens. Donc dans cette réalité, il est évident que toute une partie de l'opinion israélienne, effectivement, accepterait très mal cet accord définitif. Et surtout, il faudrait voir quelles sont les conditions de cet accord définitif. Notamment, il reste cette question cruciale qui est celle de Philadelphie, du contrôle de ce qui est l'ouverture de Gaza vers l'Égypte, et que, effectivement, s'il n'y a plus un contrôle israélien sur le couloir de Philadelphie
à même de aussi voir ce qui peut se passer en dessous, les tunnels qui peuvent être creusés, etc., etc. Globalement, dans 4-5 ans, on se retrouve devant une situation identique. Donc, il y a cette tentation aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, malgré les pressions de Trump, malgré les pressions de toute une partie de l'opinion israélienne, de dire, finalement, on ne passe pas à la deuxième phase et on essaye d'obtenir la libération des 60 otages restants, dont apparemment seule la moitié sera encore en vie. Sans s'engager sur l'avenir de Gaza. Sans s'engager sur l'avenir de Gaza. Voilà. Donc, effectivement, je crois que jamais la situation n'a été aussi tendue et le cessez-le-feu autant à risque que maintenant dans les quelques jours qui vont suivre. C'est en ce moment donc est en train de se jouer. On va le voir effectivement avec les libérations d'otages. Il est question aussi de libérer 600 prisonniers palestiniens à l'occasion de cet échange. Normalement, la première phase de la trêve est censée expirer, vous l'avez dit Philippe, ce samedi. On pourra aller vers une prolongation de la phase actuelle. Le Hamas a-t-il les moyens de s'y opposer en vérité et est-ce son intérêt ? Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une pression sur le Hamas également. Enfin, il y a beaucoup plus de pression sur le gouvernement israélien, mais également sur Hamas. Ils n'ont pas grand-chose à gagner si le conflit recommence. Ils ont plus à gagner si la situation reste comme c'est actuellement. Donc, je pense aussi, c'est pour cette raison que le Hamas ce soir accepte le fait que les cours soient donnés aux familles ce soir d'une façon privée au lieu que ça soit fait de la même manière comme on a vu la semaine dernière, à savoir en public. Donc, parce que si le Hamas n'avait vraiment aucune crainte, il ferait tout pour se mettre en situation de gloire devant les Israéliens. C'est ça qu'ils cherchent. Oui, je pense que une solution, je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais une solution, c'est une prolongation de la première phase, parce que dans ce cas-là, on continue à libérer les otages, on continue à libérer aussi les Palestiniens des prisons israéliennes, et personne est devant l'obligation de signer une deuxième cessez-le-feu qui soit plus permanent et qui peut être extrêmement néfaste pour la prolongation de l'accord. Et surtout signer un accord qui scellerait un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a oui ou non ce maintien d'une présence israélienne à Philadelphie ? Quels sont donc il y a un certain nombre de choses à partir de là où on ne peut plus rester dans le flou que permettrait cette poursuite de la première phase. Ça serait de l'ambiguïté. Merci beaucoup. Marc Semo, Philippe Turle, on va plus loin, c'est terminé. L'essentiel évidemment continue. Dans 3 minutes, restez avec nous. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24.